Un cuirassé de 35 000 tonnes, 10 canons de 360 mm, 16 canons automatiques à tir extrêmement rapide, dits pom-pom, et autres armes contre avions, 1500 hommes d'équipage. Qu'est-ce que tout cela signifie? D'abord qu'un cuirassé est une gigantesque batterie d'artillerie flottante. Ensuite qu'il faut 1500 hommes pour mettre en œuvre les appareils moteurs et les armes du bord. Vous verrez dans ce film quelle sorte de vie mènent ces hommes, où et comment ils dorment, mangent, travaillent et passent leurs loisirs. Au port, on embarque les provisions. Pendant des semaines, en mer, la communauté d'hommes qui habite le cuirassé devra suffire à ses besoins. Nourriture et boissons pour les hommes, combustible pour les machines, munitions pour les canons. Mais quand le bâtiment est au mouillage, on en profite pour exécuter les réparations et les travaux qui ne peuvent se faire en pleine mer. Dans les chaufferies, les hommes pénètrent à l'intérieur des chaudières pour en nettoyer les tubes. Au port, on sort aussi les tubes des bouilleurs pour les débarrasser de leur dépôt de sel. En mer, ces tubes aspirent l'eau salée qui est distillée dans les bouilleurs afin d'alimenter les chaudières en eau douce. Les machines demandent aussi des travaux d'entretien. Au milieu de la matinée, il y a une période de repos. Certains des hommes d'équipage ont affaire au bureau. Le cuirassé n'emportera pas moins de 15 000 livres sterling à bord. Cette somme servira à couvrir les redevances dans les ports étrangers, les frais de pilotage, de ravitaillement local et quelquefois à refaire du combustible. Le bureau sert aussi de bureau de poste et de caisse d'épargne. Chaque fois que le bateau touche son port d'attache, le courrier est distribué. Au début de la journée de travail a lieu la célébration du service divin. La présence y est facultative. Des prières quotidiennes pour l'équipage sont dites sur le pont supérieur. À bord de toutes les grosses unités est embarqué un aumônier anglican et à chaque escadre sont adjoints un prêtre catholique et des ministres des principales religions. Les marins sont libres de se rendre sur le navire où est célébré le service auquel ils désirent assister. En mer, les services n'ont lieu que lorsque les conditions le permettent. Il y a évidemment bien des différences entre la vie en mer et la vie au port. De la passerelle, un officier scrute sans cesse l'horizon pour y guetter l'ennemi. À l'entrée et à la sortie du port, c'est toujours le commandant qui est à son poste sur la passerelle. En bas, l'officier mécanicien surveille la bonne marche des machines. Sur le tableau de bord, il peut contrôler les pressions, le nombre de tours, etc. L'équipage comprend un grand nombre de spécialistes. Il y a même des métiers inattendus, par exemple des imprimeurs. Chaque jour, ils impriment les ordres qui seront distribués dans tout le bâtiment. Un laboratoire permet de développer et tirer les photographies que rapportent les avions de reconnaissance. Ces avions sont lancés par catapulte. Au retour, ils amérissent le long du cuirassé. Ils sont ensuite hissés à bord au moyen de grues. À l'atelier, on répare les machines, on ajuste les instruments. Les questions de nourriture et de boisson pour l'équipage sont entre les mains de gens de métier. Le rhum est la liqueur traditionnelle des marins anglais. On le sert généralement à midi. Le chef de table reçoit la ration et la distribue sous le contrôle d'un sous-officier commis aux vivres. La ration par homme est 1/16e de litre, dilué dans 2 fois son volume d'eau. Le mélange de rhum et d'eau, appelé grog, est déjà préparé dans le tonneau. Chaque jour, des pains frais sortent de la boulangerie du bord. Chaque jour, 500 kg de farine se transforment en 650 kg de pain. Une seule cuisine ne suffirait pas. Songez qu'il y a 1500 hommes à nourrir, autant que dans le plus grand hôtel.
L'équipement des cuisines ultra-modernes comprend des machines à hacher la viande et à peler les pommes de terre. 4 à 5 000 repas sont servis chaque jour. Ce four, à plusieurs étages, est construit spécialement pour la cuisson par grande quantité. Le commissaire du bord doit goûter tous les plats. Aucun repas n'est servi sans son approbation préalable. Les tables sont installées dans l'un des entreponts qui sert de réfectoire. L'équipage est divisé en plusieurs postes, un pour chaque service. Le mot de pont ou d'entrepont qui est utilisé pour ces réfectoires est un terme général qui ne désigne pas forcément une partie du bateau à ciel ouvert. Dans le cas des ponts réfectoires, il désigne simplement l'espace du poste d'équipage. Chacun à leur tour, les hommes de chaque poste sont de corvée pour préparer les tables et servir les plats. Voici le poste des mousses. Sur ce cuirassé, il y a 200 jeunes garçons de moins de 18 ans. Les officiers habitent dans une partie du bateau qui leur est réservée. Ils séjournent le plus souvent dans leur carré. C'est au carré des officiers que le déjeuner leur est servi, entre 12h30 et 13h30. Aucune place ne leur est désignée. Ils s'asseyent là où il leur plaît, sans préoccupation de grade. Les stewards et les fusiliers marins qui font le service ne sont pas là simplement pour cela. Quand le navire entrera en action, ils auront autre chose à faire, comme vous le verrez tout à l'heure. La cantine du bateau n'a pas à assurer un service bien dur ni bien rapide. Elle est ouverte pendant les périodes de repos. Elle est bien approvisionnée. Les prix sont raisonnables ici. En mer, les marchandises sont exemptes de droits de douane et de taxes. Les heures de repos se passent sur le pont réfectoire. Il n'y a guère de place sur cette forteresse flottante bourrée de canons, mais chacun a son passe-temps favori et son violon d'Ingres. Il est de tradition dans la marine d'être adroit de ses mains. Les matelots construisent patiemment des modèles réduits. Autrefois, ils mettaient des bateaux dans des bouteilles, maintenant ils les mettent dans des ampoules électriques. Il y a aussi à bord une bibliothèque bien garnie. L'infirmerie d'un cuirassé est un hôpital en miniature. Les soins y sont donnés aux hommes malades ou blessés aussi attentivement que s'ils étaient à terre. L'équipement de haute qualité comporte des appareils de radiographie. Ici, on prend la tension artérielle. Là, on examine une prise de sang au microscope. Sur 1500 hommes, c'est bien rare s'il n'y en a pas quelques-uns de malades. Ici, on soigne tout, depuis la crise de foie jusqu'à la jambe cassée. Les organes les plus importants du cuirassé sont les tourelles des canons. Nous voici à l'entrée d'une des tourelles principales avec ses canons de 360. Vous vous souvenez des types qui servaient tout à l'heure au carré des officiers? Peut-être aviez-vous remarqué celui-ci? Maintenant, il est au contrôle de pointage. C'est un poste central de commande situé en haut du mât qui dirige le tir de tous les canons. Mais en cas de besoin, chaque tourelle peut manœuvrer indépendamment. Voici un télémètre. Quand la tourelle fonctionne indépendamment, c'est l'officier qui en est le chef qui règle le pointage. Il observe l'objectif avec un périscope. Les canons sont chargés, les canons sont chargés. Voici les culasses qui apparaissent en bas de l'écran. Les munitions sont amenées du magasin par un monte-charge. Lorsque l'obus et les gargousses sont en place, le monte-charge redescend et le canon prend sa position de tir. Examinons cela en détail. Tout est contrôlé par cet homme au levier de commande. La culasse s'élève et s'ouvre. Un autre levier,
Le monte-charge arrive et s'arrête dans la première position. Encore un levier. Un refouloir pousse l'obus de la chambre supérieure du monte-charge dans la culasse. Le monte-charge s'élève encore un peu, le refouloir passe dans la seconde chambre et pousse la charge de cordite. Le monte-charge s'élève encore et une deuxième gargousse est envoyée à poste. Encore une manœuvre et le monte-charge redescend. La culasse se ferme et s'abaisse, la bouche à feu s'élève jusqu'à sa position de tir. Le soir, on croche les hamacs. Dans la journée, ils étaient arrimés dans un coin du réfectoire. D'abord, le hamac est pendu au crochet sans être déplié. Ensuite, on le déploie et une tringle le maintient ouvert. Le plus important est de bien fixer les extrémités. Les marins ont le chic pour faire les nœuds les plus sûrs de la manière la plus simple. Un peu de toilette avant de se coucher, eau chaude et froide à volonté, et pour ceux qui en ont envie, il y a des douches. Une fois que vous êtes habitué au roulis, un hamac est une couche très confortable. Tout ceci constituerait un aperçu assez complet de la vie à bord d'un cuirassé, s'il n'y avait pas aussi les dangers de la bataille. À tout instant peut venir l'ordre d'entrer en action. L'ordre viendra du poste central des transmissions, véritable centre nerveux du navire. Des messages en code partent et arrivent. Ils passent par le service du chiffre. En voici un en clair. Un cuirassé ennemi et 2 croiseurs, signalés 279 MNN, direction nord, vitesse 27 nœuds. Le message est envoyé par tube pneumatique à l'officier auquel il est destiné. En l'occurrence, il s'agit de l'amiral. L'amiral est en conférence lorsque le secrétaire lui apporte le message. L'amiral le communique à l'officier navigateur de l'escadre qui relève la position de l'ennemi d'après les indications contenues dans le message. L'amiral dicte à un officier d'état-major le signal qui devra être transmis aux autres navires de l'escadre. Les ordres sont transmis à tout l'équipage par des haut-parleurs. Quelle que soit son occupation du moment, chaque homme bondit pour rejoindre son poste. De longues heures, plusieurs jours même, passeront peut-être avant de prendre contact avec l'adversaire. À travers les neiges, les glaces et les vents de l'océan Arctique, le cuirassé s'avance fièrement au devant de l'ennemi. Il n'est pas seul, à ses côtés naviguent des porte-avions et d'autres puissants bâtiments. À tout instant, l'action peut survenir. Alors chaque homme saura faire don de ce qu'il porte en lui de meilleur, d'intelligence, d'initiative et de courage, pour perpétuer face à l'ennemi la tradition de la marine de guerre, pour grandir encore la réputation glorieuse de son bâtiment.